Bienvenue à tous dans ce nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans un sujet qui continue de fasciner et d'intriguer, l'assassinat de JFK. On va explorer les archives d'un groupe de recherche britannique passionnant, Dealey Plaza UK. Ah oui, Dealey Plaza UK. Ils ont produit un journal super intéressant, de Dealey Plaza et que. Exactement. On va se concentrer sur un numéro de juillet 2003, juste avant le 40e anniversaire de l'assassinat. Vous êtes prêts à plonger dans cette mine d'informations, Carl? Carrément, qu'est-ce qu'on y trouve? Des articles sur la couverture médiatique, des analyses balistiques, des témoignages inédits. On va parler de théories sur un second lionnage. On va enquêter sur des personnages mystérieux comme Maurice Jeff. Tout un programme évoche. On commence tout de suite avec un article d'Ian Griggs qui analyse la couverture médiatique de l'assassinat. Il a découvert des erreurs incroyables dans les premiers reportages. Vraiment ceci. Figurez-vous que certains journaux ont parlé d'un fusil 30-30, d'un Moser 7.65 ou même d'un vieux Enfield calibre 30. Ah ouais, quand même, on est loin du Manlecha Carcano retrouvé sur les lieux du crime. C'est le moins qu'on puisse dire. C'était déroutant quand même. Vous ne trouvez pas? Carrément. Imaginez l'impact de ces infos erronées sur le public à l'époque. En plein événement traumatisant, les sources d'informations censées apporter de la clarté propagent des infos contradictoires. Ça a forcément semé le doute et la confusion. Et ça soulève une question importante. Est-ce que ces erreurs étaient juste dues à la précipitation ou y avait-il une intention de manipuler l'opinion publique? C'est difficile à dire avec certitude. Mais c'est vrai qu'on peut se demander qui avait intérêt à semer la confusion, quelles infos ont été privilégiées et pourquoi. C'est là que l'analyse des sources devient essentielle. Tout à fait. Et Griggs ne se limite pas aux États-Unis. Il s'est intéressé aux réactions de la presse internationale. C'est fascinant de voir comment l'assassinat de JFK a été perçu à travers le monde. Ah oui, chaque pays a réagi à travers le prisme de son histoire et de ses relations avec les États-Unis. Par exemple, les journaux tchécoslovaques ont évoqué une implication de la CIA, tandis que la presse chinoise voyait dans cet assassinat la preuve de la corruption de la classe dirigeante américaine. Ouais, c'est fou. C'est incroyable de voir comment un événement aussi tragique a pu être instrumentalisé de différentes manières. Vous ne trouvez pas, ouais? Absolument. Cela nous rappelle que l'information est rarement neutre. Elle est souvent utilisée pour servir des agendas politiques ou idéologiques. Un peu comme aujourd'hui avec les fake news et la manipulation de l'info sur les réseaux sociaux. C'est clair, on est constamment bombardé d'infos. C'est hyper important de développer son esprit critique, de vérifier les sources, de croiser les informations. Bon, Griggs relève aussi quelques exemples d'humour involontaire dans la presse, de quoi détendre un peu l'atmosphère. On sourit parfois jaune, mais bon. Ah oui, ces moments où l'absurdité de certaines situations transparaît malgré la gravité de l'événement. L'humour qui surgit malgré tout. On passe maintenant à un autre article qui nous plonge au cœur du premier séminaire international organisé par Dealey Plaza UK. Ils ont rassemblé des experts de différents horizons pour discuter de l'assassinat. Un bon exemple de leur approche pluridisciplinaire. Ils ont invité des policiers, des médecins, des balisticiens, chacun avec son expertise pour analyser les différents aspects de l'affaire. Exactement. Par exemple, Les Boland, un ancien superintendant de police, a analysé la gestion des scènes de crime, notamment le fameux nid du tireur au 6e étage du Texas School Book Depository. C'est un point crucial. Il y a plein de zones d'ombre qui persistent sur la façon dont les scènes de crime ont été sécurisées et analysées. Et puis, il y a Russell Kent, un expert médical, qui remet en question la théorie de la balle unique. En se basant sur les blessures du gouverneur Connally, il estime que cette théorie est tout simplement impossible. Ah oui, la théorie de la balle unique, c'est un élément central de la version officielle. Si elle est remise en question, c'est tout l'édifice qui vacille. Exactement. Et c'est ce que font ces experts. Ils secouent les certitudes, ils nous forcent à reconsidérer les éléments, à nous poser des questions. C'est clair? Passionnant, non fin. Ils ne se contentent pas de répéter ce qui a déjà été dit. Ils apportent un regard neuf, critique et étayé par leur expertise. C'est ça qui fait la force de Dealey Plaza UK. Ils ne cherchent pas à imposer une vérité absolue, plutôt à encourager la réflexion et le débat. Absolument, peu faux. Pour illustrer cette approche, on va parler de Mike Dowetsky. Il a réalisé une expérience fascinante avec le public du séminaire pour démontrer à quel point la perception du son peut être peu fiable. Ah oui! Il a fait entendre une série de coups de feu à l'audience, puis leur a demandé de dire combien de coups ils avaient entendus. Les réponses ont varié de 3 à 10, alors qu'il n'y en avait que 3 en réalité. C'est bluffant. C'est une démonstration frappante de la fragilité de la mémoire, la difficulté de se fier aux témoignages oculaires, surtout dans un contexte aussi chaotique et stressant qu'un assassinat. Tout à fait. Imaginez des témoins qui ont vu l'événement. Et pourtant, leurs souvenirs divergent sur des éléments essentiels. Comment reconstituer la vérité avec autant de contradictions douces? C'est là que le travail des chercheurs de Dealey Plaza UK prend tout son sens.
Il croisait témoignages, les analyses, les confronte aux preuves matérielles, aux expertises balistiques. Un travail de fourmi qui nous permet de nous rapprocher de la vérité, même si elle est parfois difficile à saisir. Exactement. On va maintenant aborder un sujet qui risque de vous surprendre. La théorie Harvey-Lee, développée par le chercheur John Armstrong. Préparez-vous, on entre dans le monde du double jeu et de l'espionnage. La théorie Harvey-Lee, c'est digne d'un film d'espionnage. John Armstrong, un chercheur indépendant, affirme qu'il y aurait eu 2 Lee Harvey Oswald, 2 individus distincts, impliqués dans une vaste opération de renseignement. Attendez, 2 Lee Harvey Oswald. C'est incroyable, comment c'est possible? C'est là que ça devient intéressant. Selon Armstrong, Harvey était un agent parlant russe envoyé en infiltration en Union soviétique. Et Lee, lui, était le patsy, celui qui était destiné à endosser les primes. Un patsy, c'est-à-dire un bouc émissaire. Quelqu'un manipulé pour prendre la responsabilité de l'assassinat au Hajmes. Exactement. Armstrong était sa théorie avec des incohérences troublantes dans les dossiers scolaires d'Oswald, des témoignages contradictoires, et même des différences physiques entre les photos de Harvey et de Lee. Ah oui, par exemple le make-up. John Pierre, le demi-frère de Lee Harvey Oswald, a affirmé à plusieurs reprises qu'il ne reconnaissait pas Lee sur certaines photos. Il disait que l'homme sur ces photos n'était pas son frère. C'est troublant en effet. Mais comment expliquer que personne n'ait remarqué cette différence à l'époque? Armstrong avance que les services secrets américains auraient orchestré toute l'opération, manipulant les informations et les témoignages, pour créer une fausse identité et brouiller les pistes. C'est une théorie audacieuse, je dois dire. Mais elle soulève des questions fascinantes. Si Harvey était un agent infiltré en URSS, quelle était sa mission faite? Et qui aurait eu intérêt à éliminer Kennedy Weiss. C'est là que les choses se compliquent. On entre dans un dédale d'hypothèses et de spéculations. L'article de The Daily Plaza Echo nous invite à explorer ces pistes, à creuser, à remettre en question la version officielle. Et justement, on passe maintenant à un personnage encore plus mystérieux, Maurice Jaffe, un homme d'affaires texan richissime, avec des liens étroits avec Lyndon B. Johnson, qui était vice-président au moment de l'assassinat. L'article de The Daily Plaza Echo suggère que Jaffe aurait pu jouer un rôle dans l'assassinat. Mais il est important de souligner que ce ne sont que des hypothèses, basées sur des indices et des témoignages. Alors, quels sont ces indices et qu'est-ce qui relie Maurice Jaffe à l'affaire JFK? D'abord, il y a ses connexions avec LBJ. Jaffe était un soutien financier important de la carrière politique de Johnson. Certains affirment qu'il était impliqué dans des opérations financières douteuses pour financer ses campagnes. Donc si LBJ avait des choses à cacher, Jaffe aurait pu l'aider à les dissimuler d'assez. C'est une possibilité. Ensuite, il y a le Daltex Building, un immeuble situé à Dealey Plaza, avec une vue imprenable sur le parcours du cortège présidentiel. Or, la société de Jaffe avait ses bureaux dans cet immeuble. Attendez-vous, voulez dire qu'il aurait pu avoir un deuxième tireur, allez? Positionné dans le Daltex Building, allez. C'est une hypothèse avancée par certains chercheurs. Et l'article de The Daily Plaza Echo met en avant des détails troublants. Par exemple, Jaffe aurait été impliqué dans la mort suspecte de 2 sœurs, qui étaient liées à un scandale bancaire impliquant des associés de LBJ. On dirait un scénario de film noir gros, avec des ramifications qui touchent les plus hautes sphères du pouvoir. Mais est-ce qu'il y a des preuves concrètes de l'implication de Jaffe dans l'assassinat? Malheureusement non. Du moins pas de preuves irréfutables. Ce sont surtout des indices, des coïncidences troublantes, des témoignages qui demandent à être vérifiés. C'est frustrant, n'est-ce pas? On a l'impression de toucher du doigt la vérité. Mais elle nous échappe. C'est la nature même de cette affaire. Il y a tellement de zones d'ombre, de secrets, de manipulations. C'est pour ça qu'elle continue de fasciner les chercheurs, les historiens et le grand public. On a l'impression qu'à chaque nouvelle information, de nouvelles questions émergent. Un véritable puzzle. D'ailleurs, parlons-en des puzzles. L'un des articles du Daily Plaza Echo s'intéresse à un témoignage poignant, celui de Bernice Moore, une Canadienne qui se souvient du jour où JFK a été assassiné. Ce témoignage me rappelle que l'assassinat de JFK n'a pas seulement bouleversé les Américains, mais le monde entier. Bernice Moore était une jeune mère au Canada. Et pourtant, l'événement l'a profondément marquée. Elle décrit l'atmosphère de choc et d'incrédulité qui a suivi l'annonce de la mort de Kennedy. Le silence, les conversations à voix basse, les églises bondées. C'est comme si le monde s'était arrêté de tourner. Ce qui est frappant, c'est le contraste entre l'image de Kennedy, ce jeune président charismatique et plein d'espoir, et la brutalité de sa mort. Cette dissonance a marqué les esprits et continue de nous hanter aujourd'hui. Bernice Moore se souvient aussi de la visite de Kennedy au Canada, quelques mois avant l'assassinat. Elle décrit son charisme, sa capacité à captiver les foules. Et ça rend... Je rappelle que l'histoire, ce n'est pas seulement une succession de dates et d'événements, ce sont des vies humaines qui sont touchées,
des destins qui basculent. Et l'assassinat de JFK en est un exemple tragique. Absolument. Passons maintenant à un autre article, qui se penche sur un aspect crucial de l'affaire, l'expertise balistique et la théorie de la balle unique. La théorie de la balle unique est un pilier de la version officielle. Elle affirme qu'une seule balle a traversé le cou de Kennedy et a blessé le gouverneur Connolly à plusieurs endroits. Mais est-ce vraiment possible? C'est là que Russell Kent, un expert médical, entre en scène. Dans son article, il analyse les rapports d'autopsie et les témoignages des médecins qui ont soigné Connolly. Et il arrive à une conclusion catégorique. La théorie de la balle unique est impossible. Il s'appuie sur des arguments précis, en analysant la trajectoire de la balle, la nature des blessures, les incohérences dans les témoignages. Il démontre que cette balle aurait dû accomplir des miracles pour causer toutes les blessures attribuées à Connolly. Il remet en question la position des deux hommes dans la voiture, la vitesse de la balle, l'angle de tir. Et il propose une alternative crédible, en se basant sur des éléments concrets et vérifiables. Ce qui est important, c'est que Ken ne se contente pas de rejeter la théorie de la balle unique. Il nous invite à reconsidérer les faits, à examiner toutes les possibilités, à ne pas nous contenter d'une version simplifiée et arrangée de la vérité. C'est ce qui fait la force des travaux de Dealey Plaza UK. Ils remettent en question les dogmes. Ils explorent toutes les pistes. Ils nous incitent à réfléchir par nous-mêmes. D'ailleurs, on va terminer cette partie de notre exploration en évoquant une expérience fascinante, réalisée par Mike Dwoetsky lors du séminaire. Il a voulu tester la fiabilité des témoignages auditifs. Dwoetsky est un chercheur spécialisé dans la perception sensorielle. Il a simulé des coups de feu devant le public, puis a demandé aux participants de dire combien de coups ils avaient entendus. Les résultats ont été surprenants. Les estimations ont varié considérablement, certains affirmant avoir entendu 3 coups d'autres en ayant entendu jusqu'à 10. C'est incroyable. On pourrait penser que le nombre de coups de feu est un élément facile à mémoriser. Et pourtant... L'expérience de Dwoetsky démontre que la perception est subjective et que la mémoire est fragile. Elle peut être influencée par le stress, la confusion, les informations reçues après l'événement. Et cela a des implications importantes pour l'analyse des témoignages de l'assassinat de JFK. Effectivement, il y a beaucoup de contradictions dans les témoignages, sur le nombre de coups de feu, leur provenance, l'apparence des duels et tireurs. L'expérience de Dwoetsky nous incite à prendre ces témoignages avec prudence, à les confronter aux autres éléments de l'enquête et à ne pas tirer de conclusions hâtives. C'est un rappel important pour tous ceux qui s'intéressent à l'affaire JFK. La vérité est souvent complexe et difficile à atteindre. Il faut éviter les raccourcis et les idées préconçues, et rester ouvert à toutes les possibilités. Tiens, un article du Dealey Plaza Echo parle d'un humoriste américain, Von Meader. Il imitait John F. Kennedy au début des années 60. Ah oui, Von Meader, une vraie star à l'époque. Ses imitations de JFK étaient hilarantes. Il a même enregistré 2 albums satiriques, The First Family. Ils se sont vendus à des millions d'exemplaires. Incroyable. Il parodiait le président et sa famille. Assez osé pour l'époque, non? Carrément. Faut se rappeler qu'à l'époque, l'humour politique était moins acerbe, plus bon enfant. Meader mettait en scène JFK et Jackie dans des situations cocasses, des scènes de la vie quotidienne, avec un humour subtil et peint sans rire. J'imagine la scène. Vous avez un exemple? Imaginez Kennedy qui s'arrête à une station-service, avec sa limousine présidentielle, suivie d'une longue file de voitures officielles. Meader jouait sur le décalage entre l'image solennelle du président et la banalité de la situation. C'était irrésistible. Le public devait être hilarque, mais j'imagine que le 22 novembre 1963, tout a basculé. Exactement. Du jour au lendemain, les imitations de Meader ne faisaient plus rire personne. Son succès s'est effondré. Il n'a jamais vraiment retrouvé sa gloire d'antan. Une histoire tragique, qui montre à quel point un événement comme l'assassinat de JFK peut impacter la vie des gens, même dans le domaine du spectacle. Un rappel poignant que l'humour, aussi léger soit-il, n'est jamais déconnecté de la réalité. Certains événements transforment le rire en tragédie. Tout à fait. Cet article nous amène à réfléchir au rôle de l'humour et de la satire dans la société. Comment rire de la politique, du pouvoir, des figures d'autorité, ou à la limite... Question complexe et toujours d'actualité. Après l'assassinat de JFK, la satire politique est devenue plus délicate, plus risquée. L'humour peut être un outil formidable de critique sociale, mais il doit être manié avec prudence et intelligence. Absolument. L'histoire de Von Meader nous rappelle que le rire peut se transformer en silence. La satire doit toujours être consciente de son contexte et de ses limites. Pour conclure notre exploration de ce numéro du Dealey Plaza Echo, on va s'intéresser à un dernier article qui analyse les caméras présentes à Dealey Plaza le 22 novembre 1963. Passionnant pour tous ceux qui s'intéressent aux images et aux documents historiques, il permet de comprendre comment l'assassinat de JFK a été filmé et photographié, et d'identifier les points de vue sur la scène de crime. L'auteur s'intéresse à la caméra d'Abraham Zapruder, qui a filmé le fameux film de l'assassinat.
Le film Zapruder est sans doute l'élément le plus important de l'affaire JFK, analysé image par image par des experts du monde entier. Il continue de susciter des débats. Ce qui est fascinant, c'est que l'auteur a réussi à se procurer une caméra identique à celle de Zapruder. Il l'a utilisée pour réaliser des tests. C'est une approche concrète et expérimentale qui nous permet de mieux comprendre les images du film Zapruder. Il s'est penché sur des détails techniques qui peuvent avoir une importance cruciale. Par exemple, l'utilisation du pistolet de poignée par Zapruder. Ce dispositif permettait de stabiliser la caméra, mais il limitait les mouvements et les angles de prise de vue. La présence ou l'absence du pistolet de poignée peut expliquer certaines caractéristiques des images. Les mouvements saccadés, les changements de plan. Des éléments qui ont alimenté des théories du complot, des interprétations divergentes. Incroyable de voir comment un détail technique peut impacter la perception d'un événement historique. Cet article nous invite à regarder le film Zapruder avec un œil nouveau, en tenant compte des conditions de tournage, des limitations techniques. Et de l'influence de ces éléments sur les images. Voilà qui conclut notre exploration de ce numéro du Dealey Plaza Echo. J'espère que cette plongée dans les archives de Dealey Plaza UK vous a permis de découvrir de nouveaux éléments sur l'affaire JFK, de vous poser des questions, et peut-être de remettre en question vos certitudes. L'affaire JFK est un puzzle complexe, avec des pièces manquantes, des zones d'ombre. C'est aussi ce qui la rend fascinante. Elle nous invite à réfléchir, à chercher, à ne jamais cesser de nous interroger sur la vérité. Et c'est sur cette invitation à la réflexion qu'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à continuer vos recherches, à explorer d'autres sources, à partager vos réflexions. L'enquête continue.